Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du 20 mars 2025. Le Magal West, c'est Lucie avec vous pour une nouvelle heure d'infos, de culture et de découverte. Au programme aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la météo pour savoir ce que le ciel nous réserve, puis l'agenda culturel avec les événements immanquables des prochains jours. À la une des informations locales aujourd'hui, Le Havre met le hip-hop à l'honneur avec un tremplin pour les nouveaux talents au Tetris. On vous en dit plus dans un instant. Côté découverte, JB nous embarque dans un épisode de Culturé pour nous faire découvrir le Tajo, un sport, un jeu, une tradition. Réponse tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, cap sur l'art et le patrimoine avec notre invitée Lucille Haguet, conservatrice et chef du service patrimoine du Havre, qui nous présentera l'exposition Les couleurs de la reconstruction dédiée aux vitraux de Saint-Joseph et à l'artiste qui se cache derrière, Marguerite Huré. Musique, culture, actu, on est ensemble jusqu'à 18h. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 18h aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil va nous quitter à 19h13 avec 3 minutes de lumière en plus pour allonger la journée. Une aubaine pour une petite balade en fin d'après-midi. Côté ciel, c'est un grand bleu garanti, pas un nuage à l'horizon actuellement. Une ambiance douce avec 15 degrés en soirée et un vent plus sage à 15 km/h venant de l'est-sud-est. Demain, on démarre une nouvelle journée sous un ciel plus capricieux. Un réveil sous les nuages avec 10 degrés au thermomètre. Mais une sensation un peu plus fraîche, autour de 7 degrés, notamment à cause d'un vent d'est-sud-est soufflant à plus de 19 km/h. L'après-midi de demain s'annonce plus agréable, avec un mix entre quelques nuages et de belles éclaircies, température douce avec 13 degrés et un vent toujours présent à plus de 18 km/h. Attention en soirée, le ciel change de ton, préparez vos parapluies. Elle sera donc au rendez-vous cette pluie, température en baisse à 12 degrés, ressentie autour de 10 et un vent qui se renforce à 24 km/h en provenance du sud-ouest. En résumé, une fin de journée agréable, un début de matinée nuageux pour demain, une après-midi plutôt lumineuse et en soirée, le retour de la pluie. On garde un œil sur le ciel et surtout, on adapte ses plans pour la journée. On retrouve maintenant les informations locales et juste après, on enchaîne avec l'agenda événements. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce jeudi 20 mars 2025. Au Havre, un tremplin pour les nouveaux talents hip-hop au Tetris. Jusqu'au 7 avril 2025, les artistes en devenir des cultures urbaines sont invités à participer au concours hip-hop talent au Havre, organisé par les espaces culturels Leclerc. Après une présélection sur dossier, les candidats retenus passeront sur la scène du Tetris samedi 10 mai pour tenter de participer à la finale parisienne. Inscription via www.hiphoptalent au pluriel.leclerc. Au collège Monod du Havre, un laboratoire pour favoriser la bosse des maths. Un espace d'innovation pédagogique pour les enseignants et un tiers-lieu pour les élèves, tel est l'esprit du Labomat inauguré au collège Jacques Monod au Havre la semaine dernière. Ce labo rejoint les 25 déjà existants dans l'Académie de Normandie. Le Havre, des centaines d'offres d'emploi pour les jeunes en quête d'un job d'été. Le forum Job d'été fait son retour au Havre aujourd'hui de 14h à 18h au forum de l'Hôtel de Ville. Destiné aux jeunes en quête d'un emploi saisonnier, il réunira des recruteurs et des conseillers pour les aider à décrocher un job pour la saison estivale. Près du Havre, un nouveau pôle de santé en quête de ses futurs professionnels médicaux. C'est un tout nouveau pôle de santé qui s'apprête à s'ériger en plein centre-ville de Montivilliers, près du Havre. Le permis de construire a été signé et le promoteur recherche les professionnels qui occuperont les 16 cabinets. Les travaux devraient commencer en septembre 2025 pour une livraison attendue à l'automne 2026.
Et enfin, à Fécamp, la fête du maquereau va faire son retour sur le port dès l'été 2025. L'association Fécamp Événements va d'abord proposer des marchés artisanaux à 3 reprises et dès le week-end de Pâques, avant une nouvelle fête du maquereau en août. Des rendez-vous populaires sur le port. Ils recherchent encore des exposants et des producteurs, donc si vous êtes intéressé, contactez Fécamp Événements au pluriel @gmail.com. Merci d'avoir écouté. Tout de suite, les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Réhabiliter les femmes condamnées pour avoir avorté illégalement, c'est le sens de la proposition de loi adoptée cet après-midi par les sénateurs. Une façon de reconnaître la souffrance des femmes avant la dépénalisation de l'IVG en 1975. Le texte porté par la socialiste Laurence Rossignol a été adopté à l'unanimité en première lecture. Il est transmis à l'Assemblée nationale. Après le coup de fil entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, les discussions vont se poursuivre. Une délégation ukrainienne rencontrera une délégation américaine lundi lors de pourparlers prévus en Arabie Saoudite. Des discussions pour évoquer la possibilité d'une trêve partielle entre Kiev et Moscou. Volodymyr Zelensky demande que les sanctions internationales contre Moscou restent en place jusqu'à ce que la Russie commence à se retirer du territoire ukrainien. Dans ce contexte, les Français sont appelés à investir dans la défense. Le ministre de l'économie Éric Lombard annonce la création d'un fonds pour financer le secteur, un fonds de 450 millions d'euros dans lequel les Français pourront investir pour un montant minimum de 500 euros, une somme bloquée pendant au moins 5 ans. On ne connaît pas encore le rendement de ces placements. Éric Lombard réunit aujourd'hui à Bercy des investisseurs et des entreprises de la défense. L'Union européenne reporte l'augmentation des droits de douane sur certains produits américains. La mesure est décalée d'une quinzaine de jours et entrera en vigueur mi-avril. Un décalage pour donner plus de temps aux négociations avec l'administration américaine. C'est un record. L'assurance maladie a déjoué 628 millions d'euros de fraude l'an passé, une hausse de 35% sur un an. 68% du préjudice financier émane de fraudes commises par les professionnels de santé. En tête, on retrouve le secteur des audioprothésistes. L'assurance maladie fait face par ailleurs à une recrudescence de faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux. Et puis le retour de l'équipe de France de football, premier match de 2025 pour les Bleus ce soir, quart de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie. Excellente fin d'après-midi à vous. Voilà pour un tour de l'actualité locale et nationale. Tout de suite, place aux événements à ne pas manquer cette semaine. J'ai rassemblé du théâtre, de la musique, une expo. Il se passe toujours quelque chose au Havre, alors prenez de quoi noter. Voici votre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Les événements à ne pas manquer cette semaine au Havre. AD est en concert, un vent de rock au Tetris. L'ex-chanteuse de Thérapie Taxi revient avec un nouvel album plus intense aux accents rock et abrasifs. Si vous avez aimé ses débuts, attendez-vous à une toute nouvelle énergie sur scène. Rendez-vous ce soir à 20h au Tetris. Le tarif est de 26 €. Infos et réservations sur letetris.fr. Le tournoi Interfrit est de retour avec la frite pour le choc des improvisations. 3 jours, 4 équipes, du talent et surtout beaucoup d'humour. Venez soutenir vos équipes préférées dans cette compétition d'improvisation endiablée. 2 matchs par soir pour une ambiance survoltée. Qui sortira vainqueur? C'est le public qui décide. Ce soir, demain et samedi à 20h30 au Poulailler, 7 rue du Général Sarail. Le tarif est de 5 €. Réservation sur lepoulailler.fr. Et puis enfin, notre dernier événement se passe à Saint-Romain de Colbosc ce soir à 18h à la salle des expositions à côté de la mairie. Conférence débat ZAN vers des politiques jardinières. Écochoix, association de défense de l'environnement sur Saint-Romain de Colbosc, organise une conférence débat sur le ZAN. Zéro artificialisation nette des sols. Une conférence animée par Damien Deville, doctorat en géographie, anthropologie du vivant, et Laetitia Sanchez, conseillère régionale de Normandie, en présence d'élus locaux. C'est donc ce soir à 18h à la salle des expositions et c'est totalement gratuit. Comme chaque jour, nous faisons un détour par la scène musicale indé avec notre partenariat Ferrarock. Aujourd'hui, c'est Nova Materia qui est à l'honneur avec leur album Current Mutations, un voyage sonore
percutant entre texture électro et énergie brute. On en écoute un extrait tout de suite avant de retrouver deux éléments. Tout d'abord un reportage avec JB qui nous présente un nouvel épisode de Culturé. Il nous présente le Téjo et puis juste après c'est notre invité du jour avec Lucille Haguet qui va nous parler des vitraux de l'église Saint-Joseph au Havre. L'église Saint-Joseph et ses vitraux sont en ce moment à l'honneur dans le cadre d'une exposition. On en parle juste après ça. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte Ferrarock nous plonge dans un univers où l'expérimentation sonore se mêle à l'énergie brute. Direction les terres hybrides de Nova Materia, duo formé par Caroline Chaspou et Eduardo Henriquez, avec leur nouvel album Current Mutations, paru chez Beta Pictoris Music. Ils poursuivent une quête d'un son radical et organique, oscillant entre électronique punk et texte industriel. Issus de la scène post-punk, avec des groupes cultes comme Panico, ils ont toujours cultivé une approche musicale à la frontière de plusieurs mondes. Aujourd'hui, Nova Materia repousse encore ses limites, explorant le dialogue entre la matière et le son, entre l'humain et la machine. Current Mutations en est le résultat saisissant, un album qui vibre au rythme des transformations et des mutations du monde qui nous entoure.
Difficile de mettre Nova Materia dans une case, tant leur musique est mouvante, presque vivante. Current Mutation, leur nouvel album, est une traversée sensorielle où se croisent pulsations électroniques, riffs abrasifs et sons captés sur des matériaux bruts comme le métal ou la pierre. Un voyage sonore qui convoque l'urgence du punk tout en puisant dans des textures hypnotiques, de la musique industrielle et de la techno minimale. Cet album, c'est aussi une recherche sur la matière sonore en elle-même. Nova Materia utilise des dispositifs interactifs et des algorithmes pour triturer les sons et créer des atmosphères immersives. Chaque morceau est une expérience, une plongée dans une réalité altérée où le son semble prendre une forme physique, une musique qui interpelle autant qu'elle transporte. Avec Current Mutations, Nova Materia nous offre un album audacieux qui défie les classifications et nous invite à repenser notre rapport au son. Une œuvre puissante, physique et immersive qui révèle tout le talent du duo pour transformer l'expérimentation en une expérience sensorielle unique. Cette découverte Ferrarock est une invitation à explorer des paysages sonores inédits où le punk rencontre l'électronique dans un élan de création sans limite. Current Mutations est disponible depuis cette semaine chez Beta Pictoris Music, une mutation musicale à vivre pleinement sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info divertissement,
Et bonne humeur sur Westrack. Nova Materia et leur album Current Mutations, partenaire cette semaine de la Ferrarock. JB nous rejoint tout de suite pour un nouvel épisode de Culturé. Aujourd'hui, on s'intéresse au Tejo. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un sport ? Est-ce que c'est un art de vivre ? Le mystère s'arrête tout de suite. JB nous donne la réponse. Un verre de pastaga, des bons copains et leurs boules, la pétanque. Merveilleux après-midi en perspective s'il en est. Un sport si simple, accessible à chacun du moment où on a au moins un bras. Ce sport si français qu'on pratique du sud au nord, qu'on croit si unique à la France. Bon, il y a bien la pelote basque qui ressemble vaguement, mais les Basques, c'est des Français, donc on s'en fout. Enfin bref, que nenni. Pourtant, au pays de Shakira, les Colombiens, ils ont une pétanque. Remplacer le pastis par de la bière locale, la piste de boules par une cible en argile, mais surtout, le plus important, des trucs qui font boum. L'heure est venue de se culturer sur le sport national colombien, le terreau. Qu'on se le dise, ne vous lancez pas dans le terreau si vous voulez perdre du poids. On se baffre et on s'enquille sans modération les spécialités régionales, pas des plus diététiques et pas super sexy non plus. Même pour de la bouffe de bar, on peut déguster des chunchulos. Donc les chunchulos, c'est des intestins de vache, des relenia qui, elles, sont des tripes fourrées au riz, de la poitrine de porc frite, du chicharrón, qui est l'équivalent français des gratons, et enfin de la papa criolla, qui sont des pommes de terre. Niveau boisson, faut se dire que ça y va aussi, tellement que les marques de bière sont les principaux sponsors des compétitions de terreau. On boit donc de la bière locale ou de la chicha. Rien à voir avec le narguilé, le chicha, c'est une boisson à base de maïs et de manioc. Une boisson qui, elle aussi, a une sacrée histoire. Elle daterait de 5000 avant Jésus-Christ, un temps très loin des considérations hygiéniques, vu que les femmes en charge de la préparation mâchaient le maïs et le manioc pour le faire fermenter. Voilà, la chicha, c'est quand même avant tout une boisson, un rituel que buvaient les tribus muiscas, les inventeurs du terreau. Vous voyez, comme tout est connecté, c'est quand même plutôt bien pensé. Donc on en buvait lors des mariages, des funérailles ou lors des cérémonies en l'honneur de Pachamama, leur divinité de la terre. Il y avait aussi parfois des tournées de terreau lors des sacrifices, ça rendait l'événement plus festif. Tuons des gens, certes, mais avant, un petit verre. Après, ça devait pas arriver si souvent, faut l'avouer, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les tribus Maya, Inca, Muisca, ça sacrifie pas autant de gens que ça. En tout cas, du moins pour les Muisca. Le sacrifice chez eux, il est assez exceptionnel. Il y a que 2 cas où on autorise le sacrifice. Le premier, vous êtes un prisonnier de guerre et vous avez pas de bol. La seconde, vous êtes un moras. Alors un moras, c'est un enfant de 6 à 7 ans que les hauts dignitaires de la tribu achètent. Donc déjà, c'est pas foufou. Sauf qu'en plus, c'était pour vous sacrifier au soleil, parce que les hauts dignitaires de la tribu étaient persuadés que les moras, ça pouvait parler au soleil. Donc, disons-le, c'est une vie assez nulle. Le terreau dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, la tribu Muiscas, entre 2 verres de chichas, ils ont inventé le terreau. Les origines sont floues, cependant, voilà les informations dont on dispose sur le sujet. Les indigènes, il y a approximativement v'là longtemps, étaient extrêmement pieux. Lorsqu'ils commettaient une faute, leur manière d'expier les péchés consistait à se réunir dans une cour. Depuis cette dernière, ils lançaient en direction de leur hutte des émeraudes, des bijoux, de l'or ou des plats. En soi, le dieu, il était bien gâté. De cette pratique religieuse est né ce qu'ils ont appelé le turquemé, ancien nom du terreau, également nom de la ville d'origine des Chibchas, autre nom de la tribu Muiscas, qui vivait dans les départements du Boyacá et du Cundinamarca, des villes situées sur le plateau andin oriental. Ça fait beaucoup de noms d'un coup, j'en conviens, l'on va donc vulgariser la vulgarisation. Turquemé, c'est le sport, les Chibas, c'est les Muiscas, c'est le plateau andin oriental, c'est à gauche. Les caciques, les hauts dignitaires, les chefs de tribu, in fine, étaient les premiers joueurs de turquemé. On avait déjà les règles de base et l'outil. Bon, eux, ils n'avaient aucun problème d'inflation. Bon, déjà, le mot ne devait pas exister. Et surtout, si je vous dis ça, c'est parce qu'ils lançaient des disques en or massif. Le but était simplement d'avoir le disque le plus près de la cible, le botsin. Vous l'aurez sans doute remarqué, jusqu'ici, nulle mention de trucs qui font boum. C'est normal, ils arriveront plus tard dans la vie du jeu, avec l'arrivée des colons. Ce qui peut quand même nous faire imaginer une scène assez cocasse avec des colons qui débarquent en Colombie, tombent sur la tribu Muiscas, ils les rencontrent. Les Muiscas, ils présentent le jeu aux colons,
Et eux, ils se disent, allez, on va rajouter des explosifs, on va appeler ça des mécasses. La face du monde en aurait été complètement changée, je pense, si les colons avaient découvert le football plutôt que le terreau. Au passage, laissez-moi donc vous raconter une petite anecdote autour de cette rencontre Muiscas-colons. Alors, les caciques, donc les hauts dignitaires, c'était des polygames. Problème, les colons espagnols, ils ont une passion, celle de christianiser, ou dit autrement d'imposer une idéologie. Au moins, dans notre cas, la question du mariage se règle de façon ludique. Les femmes de chaque cacique devaient s'affronter à une partie de Turquemé, donc de terreau. Celle qui gagnait restait avec le cacique. Quant aux perdantes, retour au célibat, retour sur Tinder. Une méthode super pacifique, étonnamment pacifique, vu qu'on sait que la colonisation par les Espagnols, ça n'a pas toujours été peace and love. Conséquemment à cette histoire vient la question ultime, comment est-ce donc qu'on y joue au terreau ? Avant ça, petite historique du terreau de l'ère moderne. Le nom terreau et sa fédération apparaîtront en 1954. La popularité du sport ne faiblit jamais au cours du temps, tant et si bien qu'il devient en 1960 le deuxième sport national après le football. En 2000, consécration, il est reconnu officiellement comme sport national. Et enfin, en 2019, consécration internationale, que dis-je, mondiale, le terreau rentre au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Les règles sont gravées dans le marbre, la ville de Turmeque devient officiellement le berceau de cette pratique intemporelle. Et évidemment, la nouvelle est très très bien accueillie en Colombie. Jugez par vous-même, la promotion du terreau rentre dans la politique du gouvernement, qui finance les tournois et soutient la ligue. Les universités et les lycées organisent des tournois. Il y a des matchs interlycées, des matchs interuniversitaires. Le bad boy du campus dans les films d'ados américains, c'est le quarterback de l'équipe. En Colombie, c'est le meilleur marqueur au terreau. J'en parlais auparavant, les entreprises de bière font aussi la pub du terreau. En plus de sponsoriser les compétitions, ils injectent un max dans les équipes tout en essayant de sublimer l'image du terreau. Les commerciales orientent leur sponsoring pour toucher les classes populaires et rendre le jeu attractif. Ce mécénat sportif, outre l'appel du flouze, permet de contrecarrer la couverture médiatique réduite autour du sport, notamment à cause de son image de loisir populaire. Si j'étais pédant, j'associerais deux mots qui n'ont jamais, je pense, été associés ensemble. Je dirais qu'ils font une gentrification de la pétanque locale. Pour ceux qui n'écoutaient pas, en géographie, définition trop rapide et sans nuance, c'est quand les gens riches investissent un milieu d'ordinaire populaire. Oui, je sais, je suis pédant en fait, mais bon, trêve de parenthèse, parlons enfin des règles du terreau. Ce sport est ouvert à tout un chacun, équipe féminine, masculine, mixte. La seule restriction, ça pourrait être l'âge. Le terreau se joue majoritairement en bar, l'alcool coule à flot, les vieux messieurs boivent sans la modération adéquate et appropriée. Ça pète de partout et je parlais bien évidemment des mécasses, un environnement qu'en soi on déconseille aux plus jeunes. Mais enfin bon, jouer au terreau mode d'emploi, c'est parti. Alors afin de jouer au terreau, il vous faudra en guise de terrain une piste longue de 19,5 m comprenant une zone de lancer grande de 2,5 m de large qui sont conséquemment, attention calcul mental, le fou dingo, séparés de 17,5 m de la surface de tir opposée. La surface de tir, elle est composée d'une planche de bois inclinée à 45 degrés. Dessus, on y met de l'argile. De la sorte, les terreaux s'enfoncent. Information des plus essentielles, si vous souhaitez vous lancer dans le terreau sans avoir de terreau, enfin de palet métallique, le palet pèse 650 grammes, soit grosso modo une boîte de petits pois. Alors attrapez votre boîte de petits pois et commencez dès aujourd'hui l'entraînement. La cible centrale au terreau, ça s'appelle le boxing. On en a parlé très rapidement tout à l'heure avec l'arrivée des colons espagnols et qui, évidemment, ont introduit les mécasses, les petits triangles qui explosent. Chaque participant, afin d'obtenir la victoire, va devoir marquer 27 puntos ou 21. 27 étant le score officiel des tournois. Le système de points, tant qu'on y est au terreau, un lancer peut vous octroyer 1 à 9 points. Un point, vous faites une mano. Le point revient au joueur dont le terreau est le plus près du boxing. Un peu comme au curling ou à la pétanque. 3 points, bravo, vous avez fait boum, vous avez marqué un méca, vous avez fait péter un des triangles encerclant le boxing. Pendant un temps, je me demandais à quel point l'explosion est bruyante, y a-t-il une VAR ou quoi que ce soit, un arbitre lorsqu'on fait un méca pour le valider? Eh bien, la réponse est non. Pour valider un méca, on le fait ça au bruit ou à l'apparition de la flamme générée par le boom. Mes oreilles sont formelles, quand ça pète, ça pète. L'emboccinada pour 6 points. La face supérieure de votre terreau est tout simplement tombée pile sur le boxing. Et enfin, le hat-trick, le coup du chapeau lace qui renverse les parties, la monona. 9 points
un tiers du nécessaire permettant d'atteindre la victoire. Le lanceur est parvenu à atteindre le centre du boxing où réside un déclencheur relié au mecha autour du boxing. Gros boom, la foule est en délire. Je vous invite d'aller jeter un œil au compte officiel de la Fédération colombienne. Vous y trouverez pas mal de matchs et je vous conseille les matchs entre Boyacá et Cundinamarca, les deux régions ayant vu la naissance du terreau. Pour vous donner un ordre d'idée du prestige de ces rencontres, le football FC Barcelone, Real Madrid, le terreau Boyacá, Cundinamarca. Le tennis a vu s'affronter Nadal, Federer, le terreau Boyacá, Cundinamarca. Des références assez datées qui commencent à me faire croire que je suis un petit peu vieux. Enfin bref, les équipes elles peuvent compter jusqu'à 6 joueurs maximum. Néanmoins, pendant les parties amicales, on peut tout aussi s'affronter en 1 contre 1, 2 contre 2, et ainsi de suite. En Colombie, le prix d'une location pour une piste de terreau varie assez. L'un des prix que j'ai pu recenser tourne autour des 70 000 pesos colombiens. Impressionnant comme ça, mais c'est l'équivalent de 15 €. Une somme qui généralement incombe aux perdants de la partie. Donc autant vous dire que les radins sont plutôt forts au jeu. Pastichon Ernest Hemingway, le terreau est une fête. Plus que ça, une grande fête populaire. Les lieux où on y joue sont toujours ornés d'une décoration joyeuse. On y boit, on y mange, on parie des tournées. Et les monomas font se lever les spectateurs de leur siège. On aime les chiffres. Alors, en voilà de nouveau, vous verrez la popularité du sport. D'après l'équipe, le journal L'équipe, citons les sources parfois, ça donne l'air sérieux. Il y aurait 400 clubs professionnels et amateurs, des écoles dédiées à l'apprentissage du terreau et 23 ligues rien qu'en Colombie. Puis la Colombie, ce n'est pas le seul pays pratiquant. Pêle-mêle, le Venezuela, le Pérou, l'Équateur, le Brésil, les États-Unis, l'Espagne, mais pas la France. Bon, ça c'est dommage. Bon, il existe quand même, rendez-vous compte, un hymne national du terreau. Ça montre, je crois, à quel point les Colombiens sont fiers de ce sport, de leur sport national. On peut aisément les comprendre. Dites-vous que le terreau est plus vieux que Joe Biden, le prince Charles et Michel Drucker. Il englobe tellement de choses autour de la Colombie que sa place au patrimoine immatériel de l'UNESCO est amplement méritée. En un sport, on a quand même pu retracer l'histoire du pays, sa culture culinaire et détricoter un petit peu les mailles de son économie sportive. Puis enfin bon, il y a quand même des trucs qui explosent, c'est assez sympa. Très régressif, certes, mais assez sympa. Moi, je lance une levée de fonds. N'hésitez pas à me dire si vous voulez participer, on va bien se marrer. Je vous remercie grandement de m'avoir prêté votre attention pour ce numéro de Culturé, une petite chronique où on apprend sur les pays, sur leur sport, sur leur culture, en passant par la porte pas toujours utilisée du sport. Et comme toute émission mérite sa petite catchphrase, c'est le moment vu qu'on se quitte. N'oubliez pas que pour qu'on se porte bien, il faut se culturer. À la prochaine. Et merci JB pour ce moment de culture. 2 titres pour se culturer aussi avant de revenir avec notre invité du jour. Dans un instant, on va partir explorer l'histoire des vitraux de Saint-Joseph. Mais avant, je vous propose 2 titres de nouveautés sur Westrack. Il y aura Bria Salmena avec Stretch the Struggle et The Altons avec leur titre Waiting. Waiting, restez avec nous, attendez, restez bien avec nous parce que notre invité arrive juste après. Stretch the struggle
Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack.
est 17h41 sur Westrack Radio. Bienvenue à vous dans le Mag à l'Ouest si vous venez de nous rejoindre. Ici, on continue à explorer des événements qui vont marquer notre quotidien en Normandie. Et aujourd'hui, focus sur la conservation du patrimoine avec un événement incontournable au Havre, l'exposition Les couleurs de la reconstruction, que vous pouvez retrouver au Havre à l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription du centre-ville reconstruit du Havre à l'UNESCO. Cette exposition met en lumière l'œuvre d'une artiste majeure et pourtant oubliée, Marguerite Huret, pionnière du vitrail et de la reconstruction du Havre. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lucille Haguet, qui est conservatrice et chef de service en charge de la conservation et de la valorisation du patrimoine au Havre. Bonjour Lucille. Bonjour Lucie Cauvin. Bienvenue sur Westrack. Merci. On va donc se concentrer sur cette exposition. Certains Havrais et Havraises ont sûrement déjà vu, bien sûr, les vitraux de l'église Saint-Joseph, sans pourtant se questionner sur la personne qui se trouve derrière. Et c'est bien le cœur de cette exposition. Alors pourquoi cette exposition ? Est-ce qu'elle s'ancre dans cette célébration du 20e anniversaire de l'inscription du Havre à l'UNESCO ? Absolument. Les 20 ans de l'inscription du centre-ville reconstruit à l'UNESCO étaient l'occasion pour nous de faire un pas de côté et pour une fois ne pas parler uniquement d'Auguste Perret, mais des autres artistes qui ont participé et qui ont œuvré à cette reconstruction qui n'est pas l'œuvre d'un seul homme, toute œuvre est collective. Et il était important pour nous, c'est d'une certaine manière le sujet principal de notre exposition, c'est de montrer que le travail de Marguerite Huret, son sens exceptionnel de la couleur, a été essentiel, central dans l'adoption de l'œuvre de Perret, de son classicisme structurel et du béton brut. Il y a une sorte de séduction naturelle qui est créée par son sens de la couleur, les effets qui sont créés sur tout l'intérieur de l'édifice, et il était temps pour nous de mettre en valeur ce travail qui est un véritable travail de collaboration entre Perret et Marguerite Huret. Une collaboration, et puis c'est aussi important de le noter. À l'époque, une femme qui travaille donc sur les vitres, comme Marguerite Huret, ce n'est pas commun. Comment est-ce qu'on peut analyser sa réussite et son impact dans un milieu si masculin à l'époque ? Alors, ce qui est assez passionnant, c'est que Marguerite Huret est la première femme à être vitrailliste, puis maître verrier. Elle s'est trouvée des ancêtres, elle s'est trouvée des prédécesseurs au XIIe siècle, mais pour ses contemporains, véritablement, elle est la première femme à se lancer dans le vitrail. Alors, il faut vraiment avoir conscience que c'était quelque chose de très audacieux, parce que le vitrail n'existe pas en lui-même. Le vitrail est toujours associé à l'architecture. Or, l'art de l'architecture, dans l'esprit et dans les mentalités, est très lié à la virilité. Donc, elle s'attaquait véritablement à un bastion masculin. Comme elle se lance dans les années 20, qui est la décennie des femmes. On pense bien sûr à tout le mouvement des droits civiques, aux artistes qui ont émergé à ce moment-là, les scientifiques, et puis bien sûr à la figure de la garçonne qui s'est libérée des carcans en coupant ses cheveux et en portant des vêtements plus pratiques. On peut bien imaginer que Marguerite Huret a correspondu à ce moment-là à un certain archétype. Donc elle a été énormément interviewée à ce moment-là, parce qu'elle a fait quelque part un peu sensation en étant vitrailliste. Des articles lui sont consacrés en France par dizaines, voire par centaines, et elle fait également l'objet de publications et de portraits jusqu'en Angleterre et même aux États-Unis. Alors ça n'a pas été, même si elle devient finalement une sorte de phénomène de mode, elle est extrêmement célèbre pour son talent, mais aussi parce que comme elle porte une salopette, elle fume la pipe et qu'elle fait ce métier d'homme, elle impressionne évidemment beaucoup. Mais pour autant, ça n'a pas été simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va jamais directement l'avouer dans ses entrevues, dans les propos qu'elle tient aux journalistes. Elle se contente toujours de botter en touche en disant « mais qu'importe, je ne me souviens plus ». Et en réalité, elle n'avait rien oublié du tout puisque j'ai trouvé récemment un article
où on lui pose la question est-ce que selon vous, une femme pourrait être architecte? Alors, on l'a vu, l'architecture, c'est quelque chose de très, très masculin. Donc, on imagine bien que la question a été orientée. Et elle va dire oui, à condition, bien sûr, que ce soit une femme qui soit motivée par l'architecture. Et en fait, c'est dans ce sujet un peu connexe qu'elle va un peu libérer sa parole et expliquer tous les préjugés qui peuvent atteindre une femme à ce moment-là, c'est-à-dire ne pas être prise au sérieux parce qu'on est une jeune fille, voire être accusée de faire carrière en offrant ses charmes. Donc elle a certainement été en but à énormément de préjugés, mais elle a combattu tout ça avec beaucoup de force d'âme et de courage, et tout en étant toujours décrite comme quelqu'un de profondément sérieux et sympathique en même temps. Elle était vue comme une théoricienne pour la reconnaissance du vitrail, mais est-ce qu'on peut aussi dire un peu militante au final dans ce côté, vous le disiez, un monde d'hommes où il faut aussi pouvoir montrer sa place, montrer que nous aussi on est capable de le faire. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot de militante ? Je ne pense pas, parce que justement dans les articles, elle essaye soigneusement d'éviter le sujet. D'accord. C'est vrai que dès qu'elle le peut quand même dans les articles, elle va mettre des petites touches de sororité, c'est très important pour elle, mais sa situation est quand même trop fragile pour qu'elle puisse militer de manière frontale. D'autant que la situation pour les femmes va connaître ensuite une période plus difficile. On sait que les années 20-30 sont finalement plutôt favorables dans l'entre-deux-guerres. Alors, favorables avec des nuances. Par exemple, on considère que les femmes peuvent faire carrière dans l'art religieux parce que l'art religieux, ça fait pas peur aux parents. Voilà. Et puis, ma foi, il y a même un critique d'art, Henri Regnault, qui va dire en 1936 que les femmes, elles sont moins créatives et qu'elles sont naturellement soumises, je cite, donc c'est parfait pour l'art religieux. Donc bon, c'est quand même relatif. Mais néanmoins, elles ont leur place beaucoup plus qu'elles vont l'avoir après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. Donc on voit quand même que sa position, elle reste toujours précaire. Elle n'a quand même pas non plus intérêt à se mettre les hommes qui l'entourent à dos. Elle est quand même entourée uniquement que d'hommes. Donc elle arrive quand même à faire passer son message, mais évidemment, il faut qu'elle reste prudente. Donc elle va finalement s'affirmer davantage dans cet article où elle va parler de l'architecture et non pas du vitrail. Et on voit bien qu'elle n'en pense pas moins. Et on va revenir justement sur ces vitraux impressionnants de l'église Saint-Joseph au Havre avec 318 mètres carrés au cœur de cette exposition. Au niveau de la technique utilisée par Marguerite Huret, est-ce que c'est une technique novatrice ou est-ce qu'on est sur un reflet de son époque ? Alors, c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif et érudit à la fois. Donc, c'est une personne qui va s'intéresser aux techniques médiévales. Pour elle, c'est central. Il faut revenir aux sources médiévales. Et si les techniques sont perdues, elle va vraiment œuvrer à les retrouver. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Mais ce n'est pas quelqu'un en fait qui est dogmatique. Donc elle va pas souhaiter refaire de l'art médiéval. Elle est une femme de son temps, une artiste de son temps, et dès qu'elle le peut, elle va innover. Et d'ailleurs, en réalité, les conditions économiques de son temps vont la forcer à innover. C'est-à-dire que elle dispose souvent de peu de moyens pour réaliser des vitraux. Elle est en concurrence avec les vitraux industriels, avec les vitraux des congrégations religieuses qui coûtent moins cher. Et donc, si elle veut imposer son vitrail d'art qui coûte très cher parce que il faut acheter le verre soufflé de couleur, et c'est pas elle qui le fait, c'est une entreprise qui s'appelle Saint-Just. Eh bien, et il faut trouver un moyen de réduire les coûts. Et réduire les coûts, c'est du côté de la main-d'œuvre. Il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, il faut 12 étapes pour réaliser un vitrail. C'est très, très long. Et elle va faire preuve d'une inventivité folle pour réussir à faire de beaux vitraux d'art avec moins d'étapes. Et en cela, c'est une véritable innovatrice qui va être reconnue de son temps. Et au-delà de l'église Saint-Joseph, quel a été l'impact de Marguerite Huret sur le monde du vitrail en général ? Est-ce qu'il y a d'autres réalisations majeures de l'artiste que le public pourrait méconnaître ? Alors, il y en a beaucoup, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé sur plus de 70 édifices.
Parmi ses œuvres les plus célèbres, je pense bien sûr à l'église de Raincy qu'elle a réalisée avec Auguste Perret, donc une œuvre des années 20, entre 1923 et 1926. C'est véritablement une église dans laquelle elle va donner toute sa mesure et qui va être reconnue tout de suite comme telle, puisque cette église de Raincy est surnommée dans la presse de l'époque la Sainte Chapelle du béton armé. Donc c'est dire à quel point les vitraux y occupent une place importante. Une autre œuvre très importante, c'est l'église de Vorep. Alors l'église de Vorep, elle est importante parce que c'est une chapelle de petit séminaire dans laquelle Marguerite Duret a introduit pour la première fois l'abstraction dans le vitrail. Donc c'était une première et c'est à elle qu'on doit cette innovation artistique. Alors pourquoi elle a voulu introduire l'abstraction dans cette chapelle du petit séminaire de Vorep ? Eh bien parce que il fallait représenter les différentes étapes de la vie du prêtre, depuis la vocation, les premières tentations, l'ordination et la mort. Et elle a jugé qu'une représentation purement littérale et figurative serait un peu mièvre, donc elle fait le choix de l'abstraction. Mais comme je le disais, c'est pas quelqu'un qui est dogmatique, donc là elle choisit l'abstraction, mais la prochaine fois elle va choisir peut-être le figuratif. Et d'ailleurs pour elle l'abstraction c'est pas une nouveauté puisque elle considère que dans l'art médiéval, quand on a un vitrail figuratif qui est à plus de 30 mètres de hauteur, de toute manière, on ne voit pas vraiment ce qu'il représente, on n'a que l'impression. Donc, pour elle, l'abstraction, elle l'a pas inventée. Hein. Je pense qu'elle était extrêmement modeste. Elle aurait sans doute dit, mais non, pas du tout. Ça existe déjà au XIIe siècle. Ça serait typiquement quelque chose qu'elle aurait pu dire. Et dans cette exposition, vous proposez aussi des créations contemporaines, notamment l'installation de 6 vitraux réalisés par Ludivine Rougeole. Quelle place occupe donc cette création ? Est-ce que c'est un dialogue entre ces deux créations, entre ces deux techniques ? Alors on est très heureux d'accueillir cette installation Lignison de Ludivine Rougeole parce que cela permet de faire dialoguer le parcours de Marguerite Duret, la première femme maître verrier, et puis celui de Ludivine Rougeole qui est maître verrier au Havre. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que Ludivine Rougeole a également déjà rendu hommage à Marguerite Duret puisqu'on lui a commandé des vitraux qui s'inspirent du travail de Marguerite Duret. Voilà, on lui a demandé un hommage pour des habitations à Angerville-Lorcher, des habitations alcéanes. Donc il y a ce lien entre les deux femmes. Ce qui était aussi essentiel pour nous, c'était de présenter de véritables vitraux, parce que proposer une exposition sur une maître verrier, une vitrailliste, sans présenter de véritables vitraux, aurait été quand même, je pense, un peu frustrant pour le visiteur. Ce sont des vitraux un peu particuliers puisque ce sont des vitraux dont on peut s'approcher, saisir la texture, jouer avec la lumière, on peut se déplacer à l'intérieur de l'installation. Et c'est très intéressant parce que d'habitude, les vitraux sont inaccessibles, ils sont en hauteur, on ne peut pas s'approcher. Donc là, c'est une manière un peu différente, plus intime de s'approprier le vitrail. L'exposition Les couleurs de la reconstruction est à découvrir jusqu'au 7 juin 2025. Elle s'est ouverte le 8 mars. Il y a eu un vernissage. Quel a été l'accueil du public et peut-être même aussi des professionnels face à cette exposition ? Eh bien, on est très heureux d'avoir des retours positifs du public. Ce qui frappe surtout, c'est la beauté de l'exposition. Les pièces présentées suscitent véritablement l'intérêt. L'exposition immersive aussi, issue de l'œuvre de Michel et Mina Larbi, plaît également beaucoup puisque ça permet vraiment de s'immerger dans le travail de Marguerite Duret sur la couleur et véritablement de se rendre compte de la manière dont elle a investi
véritablement l'espace par des pastilles de couleurs. Donc ça, c'est très intéressant. On se rend compte véritablement qu'il y a des tableaux qui émergent selon les jours, selon les saisons dans toutes les parties de Saint-Joseph, de sorte que vous pouvez visiter indéfiniment cette église et vous n'aurez jamais le même décor. Où est-ce qu'on peut retrouver... Oh, pardon, oui. Non, je vous en prie, mais ce qui est aussi intéressant, forcément, c'est la première exposition sur Marguerite Uré. Il y a un petit livret qui est en cours d'impression. Si vous êtes déjà passé voir l'exposition et que vous n'avez pas trouvé de livret, revenez s'il vous plaît la semaine prochaine pour récupérer ce livret et découvrir plus en détail le parcours extraordinaire de cette femme méconnue. J'allais demander où est-ce qu'on peut retrouver cette exposition du coup et quels sont les horaires d'ouverture ? Vous pouvez retrouver cette exposition au 17 rue Jules Le Seine, à la bibliothèque Armand Salacrou. Elle est ouverte de 14h à 18h. Il y a des visites guidées tous les samedis à 15h et également une conférence qui va être donnée par Véronique David, spécialiste de Marguerite Uré, le 29 mars à 15h. Et n'oubliez pas donc de venir récupérer vos livrets, même si vous avez vu Exactement. l'exposition. Merci beaucoup Lucille pour cette présentation et ces précisions. Vous l'avez donc compris, les couleurs de la reconstruction, c'est à la bibliothèque Armand Salacrou. Un événement à ne pas manquer jusqu'au 7 juin. Si vous êtes passionné de vitraux, que vous êtes simplement curieux et curieuse de découvrir les coulisses de ces vitraux de l'église Saint-Joseph. Merci en tout cas de votre écoute. Je vous rappelle qu'on se retrouve à partir de demain pour une autre émission, dernière émission de la semaine. On parlera des quartiers et surtout des revendications actuellement des artistes. Et puis vous restez sur Westrack parce qu'à 18h, c'est la première d'une nouvelle émission qui s'appelle Objective Tracks. Vous vous en doutez, on va parler musique. C'est avec Malo et c'est dans quelques minutes. Juste après ce titre, histoire de se quitter tranquillement, N3B nous chante The Cycle. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à demain sur Westrack. Publicité. Bim !